Fini avec les consultations nationales initiées par le chef de l'État. Et qu'est-ce qui va arriver après? La réponse dans ce journal à travers le message du porte-parole du chef de l'État. Comme invité du journal, le secrétaire général de la Croix-Rouge, Dr Jacques Katichi. Avec lui, nous parlerons de la conférence sur la gestion des risques des catastrophes en RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Au total, 9 nouveaux ambassadeurs viennent de déposer leur lettre de créance auprès du chef de l'État pour leur accréditation à Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fini avec la consultation nationale. Comme dernière rencontre, il était avec 4 délégations, parmi lesquelles celle de l'UDPS. Autre détail avec Patrick Moukoui. Des plateaux de radio et télévision créés pour l'événement, des interviews par-ci, photos par-là et même de live sur les réseaux sociaux. Cette ambiance est celle que connaît le Palais de la Nation pratiquement tous les jours depuis le 2 novembre dernier. Au dernier jour des consultations présidentielles, 4 regroupements ont été reçus par le chef de l'État. En premier lieu, la Dynamique Bikoro, une structure politico-sociale qui se reconnaît comme défenseur des intérêts du peuple. Ses représentants ont remis un mémorandum au président de la République avant de lui transmettre les assurances de leur soutien quant à l'idée de l'union sacrée pour la nation. Les personnalités du Grand Bandundu soutiennent la démarche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Représentant le Kwango, le Kwilu et le Maïndomé, ces hommes et femmes d'influence se reconnaissent aussi dans cette démarche salutaire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Il a bien dit que le pays est en train de chavirer. Qui d'autre peut encore le sauver si ce n'est que lui-même? Il est le pilote, il est le commandant, il a l'impérium, il est le magistrat suprême, président de la République, chef de l'État. La dynamique Congo Uni DCU a elle aussi bénéficié d'un temps de discussion avec l'initiateur de l'Union sacrée pour la nation autour des questions prioritaires qui freinent le bel élan du développement et de la démocratie. Nous avons justement émis le vœu d'être aussi en union sacrée d'action, parce qu'il faudrait apporter des solutions à ce peuple et de ne surtout pas plonger dans ce qui ressemble aujourd'hui à un arbitrage entre les aigris d'hier et les traîtres d'aujourd'hui d'un camp. Non, le chef de l'État nous a dit qu'il est au-dessus de tout ça et son intérêt c'est le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous de la Dynamique Congo Uni. Et pour clôturer cette longue série de consultations avec les forces vives du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, retourne à ses origines pour échanger avec le membre de sa famille politique, l'UDPS. Après près d'une heure de discussions hors champ des médias, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social sortent convaincus par l'option envisagée par le garant de la nation concernant l'avenir du pays. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Après pratiquement 3 semaines, les consultations présidentielles lancées le 2 novembre dernier ont officiellement pris fin ce mercredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu expliquer sa démarche d'une union sacrée pour la nation à toutes les délégations avec lesquelles il a échangé, a aussi reçu le soutien de tout ce regroupement. Politiques, religieux, artistes, journalistes, chefs de terre, pour ne citer que ceux-là, tous ou presque soutiennent cette option levée par le président de la République. À présent, tout est suspendu à la discrétion du garant de la nation. Les prochaines heures, jours ou peut-être semaines seront très certainement ceux de grandes annonces. Et qu'est-ce qui va arriver après ces consultations nationales? La réponse à travers ces messages du porte-parole des chefs de l'État. Mesdames, Messieurs,
Nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Les nouvelles de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont examiné ce jeudi les rapports de la commission mixte relatifs à la proposition de loi sur l'agriculture et sur les droits de peuples autochtones pygmées. Le rapport de la commission mixte socio-culturelle, droits de l'homme et politico-administrative et juridique relatif à la proposition de loi modifiant la loi sur l'agriculture a été débattu au cours de cette plénière. Plusieurs amendements ont été proposés pour l'enrichissement du texte de la commission. Cette dernière a 5 jours pour toiletter le texte. Cette proposition de loi du député national Elvis Moutiri Wabachara pourrait, dans son format final, inciter les bailleurs de fonds à investir dans ces secteurs. Pour un pays qui dispose des terres arables, l'agriculture peut s'avérer un élément moteur du développement et d'amélioration du revenu. Toujours sous la conduite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagenkolo, la loi sur les droits de peuples autochtones pygmées, dont le rapport de la commission mixte a été adopté par la plénière à quelques jours pour intégrer les amendements dans les textes avant de le présenter à la plénière pour adoption finale. Les peuples autochtones pygmées sont parmi les populations ou le peuple vulnérable dans notre pays. Vous pouvez constater que beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité de faire de bonnes études ou de faire des études comme nous autres. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux soins de santé. Ils n'ont même pas la possibilité d'accéder, comme tout le monde, à la justice. Il y a plusieurs innovations dans cette loi, notamment pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, les autochtones pygmées, les droits aux terres qu'ils occupent. Bon, moi, je suis vraiment satisfait. J'ai fait mienne ce qu'a dit mon collègue. Et moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est plutôt remercier la plénière. Remercier sincèrement les collègues qui ont accepté d'adopter cette loi-là. À la Chambre haute du Parlement, la plénière du jour était consacrée sur la proposition de 2 projets de loi, je cite, sur la recherche scientifique et la lutte contre la corruption. Dada Chabani pour les reportages. Le rapport de la commission PAJ sur la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption du député national Thomas Lokondo
a été adopté par le Sénat qui a fait sa deuxième lecture après l'Assemblée nationale. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 26 novembre 2020 sous la présidence de l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Cette plénière était consacrée à l'audition de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Pour l'auteur de cette proposition de loi, Guy Luando, la crise de la COVID-19 et ses conséquences démontrent l'urgence de la revalorisation de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Faisant l'économie de son texte, il a mis l'accent sur l'apport de la recherche scientifique et de l'innovation technologique qui sont les gages du développement et de la croissance économique. En Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, la recherche scientifique a pendant très longtemps été négligée dans nos politiques publiques, nationales et dans nos agendas de gouvernance. Compte tenu des potentialités naturelles et du capital humain qui regorge notre pays et considérant l'impératif dans le long terme d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et dans le court terme de reconstruire notre économie post-Covid-19, il est plus qu'impérieux de miser sur la valorisation de la recherche scientifique et technologique. Le débat qui s'en est suivi a donné l'opportunité à l'auteur de cette proposition de loi de l'amender et de s'inspirer de quelques recommandations, notamment la constitution du Fonds de recherche scientifique et de l'innovation technologique pour enrichir son texte. Jusqu'à présent, on se bat pour qu'il y ait une Académie congolaise des sciences. C'est le moment pour le Sénat d'affirmer l'urgence, l'importance, l'opportunité de l'implantation d'une Académie congolaise des sciences. Moi, à ce moment-là, avec une loi comme celle-ci, nous aurons fait avancer quelque chose sur le plan national. Après différentes interventions des sénateurs, l'auteur de cette proposition de loi, Guy Luando, a promis de répondre à leurs préoccupations le mardi prochain. Auparavant, le bureau de la commission PAJ nouvellement élu a été présenté à la plénière. Jean Bakomito est le nouveau président de cette commission. L'élection du bureau de cette commission est intervenue suite à la vacance à la tête de la commission. À la primature, le Premier ministre a échangé avec le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, sur les projets de la promotion de l'économie rurale. Sylvestre Ilunga a également reçu les rapports d'évolution des travaux de réhabilitation de routes de desserte agricole. Françoise Bolabouaki. Le Kwango, le Kwilu et le Kasaï sont parmi les 7 provinces concernées par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Ce jeudi 26 novembre 2020, le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a présenté au chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, quelques projets pilotés par son ministère. C'est un projet qui s'exécute dans 7 provinces. Il est financé par la Banque africaine de développement. Donc le projet a comme un rayon d'action la province du Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. C'est un projet qui va booster l'économie rurale et c'est un projet qui est ancré au ministère du Développement rural via la direction de l'économie rurale. C'est un projet qui est évalué à 49 millions, je pense, de dollars, unités de compte. Une évaluation a été faite aussi sur les travaux de cantonnage manuel des routes de desserte agricole lancés par le chef du gouvernement à Kenge. Les travaux ont démarré effectivement dans la province du Kwango, dans la province du Kwilu, province de Congo central. Et puis maintenant, nous sommes pendant le déploiement de matériel de cantonnage dans toute la partie centre et la partie ouest. Donc il nous reste maintenant la passation de marché pour le matériel pour la partie orientale. Ça veut dire province orientale, Grand Kivu et le Grand Katanga. Mais en ce qui concerne l'entretien par financement pour FONER, les 18 provinces, normalement, les clercs ont déjà démarré l'entretien des routes de desserte agricole. Les travaux de cantonnage manuel sont financés par le Trésor public à hauteur de 4 millions de dollars américains l'an. La conférence de présidents des conseils économiques et sociaux a vécu. Le président Jean-Pierre Kiwakana a donné des informations utiles pour la bonne marche de cette assemblée.
Cette conférence des présidents était une occasion pour faire une évaluation de la session d'octobre qui prendra fin le 1er décembre 2020. Au cours de cette rencontre extraordinaire entre les différents présidents des commissions permanentes et les bureaux de cette assemblée consultative, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a donné des informations utiles pour la bonne marche du Conseil économique et social, a souligné René Ngongo, rapporteur d'ICS. Nous aurons pratiquement 5 avis dans les différents domaines. Donc l'occasion, la sortie de chaque avis, je crois qu'on pourra communiquer. C'est des avis du Conseil économique adressés aux décideurs, en premier lieu à la présidente de la République, les 2 chambres, Assemblée nationale, Sénat, mais aussi au gouvernement sur des questions liées au fonctionnement des institutions, des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Chaque commission devait produire un certain nombre d'avis, donc par rapport aux priorités qui étaient fixées durant cette session. Il y a les avis qui sont suffisamment avancés, qui seront présentés d'ici là. Donc les travaux se sont passés normalement. C'est vrai que nous avons été limités par la pandémie à Covid qui a fait que certains de nos collègues de l'intérieur n'ont pas pu voyager, mais avec la magie de la technologie, ils ont contribué grandement à travers leurs commissions respectives. Faisant les rapports de cette rencontre, René Ngongo affirme que le Conseil sortira 5 avis incessamment. Au cours de cette réunion, il a été demandé au président des commissions permanentes d'évaluer la session en partant des activités dans les commissions ainsi que dans les plénières, y compris les séances académiques. Comme fille des terroirs de la Chopo, la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo a échangé sur place dans sa province avec les chefs coutumiers et les responsables des confessions religieuses sur la situation de l'administration. Reportage. Les avancées enregistrées dans la réforme de l'administration publique jusque-là ne semblent pas avoir atteint l'arrière-pays. À l'instar des autres entités décentralisées, la Chopo éprouve d'énormes difficultés, ont avoué à Yolande Ebongo Bosongo, le chef coutumier. Il y a certains problèmes qui cassent vraiment au niveau de la base, entre autres le problème des mécanisations, des chefs coutumiers, des chefs des secteurs et chefferies, et aussi les agents qui sont mis à notre disposition. Donc ces agents-là ont travaillé plus de 30 à 40 ans, ça déçoit, ça décourage, et d'autres commencent à nous fuir. Les cas aussi pour l'Institut supérieur pédagogique d'Issangui. Le personnel de l'ISP Issangui, depuis la création de cette institution, 10 ans aujourd'hui, n'a pas encore été mécanisé. Et j'ai senti en elle que c'est une mère. J'espère que la solution sera trouvée sous peu. Fervente chrétienne, Yolande Ebongo Bosongo n'a pas manqué d'inscrire dans son agenda la visite auprès de l'archevêque de Kisangani et de représentants de l'Église du Christ au Congo. La maîtrise des effectifs avec comme incidence positive sur la masse salariale, voilà les challenges que le ministre de la fonction publique tient à tout prix gagner. Une détermination que salue Marcel Outembi et Samuel Lotika. Ainsi, nous encourageons Madame la ministre à pouvoir faire du ménage, mettre de l'ordre de ce secteur, essayer de tamiser les fichiers, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent comme des fictifs. Et nous l'accompagnons. Et s'il y a des messages à donner aux fidèles, à la population, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous l'avons béni dans le nom de Jésus pour le bien du peuple de Dieu et pour la gloire de Dieu seul. Cette nouvelle approche, le ministre de la fonction publique l'a également expliqué aux responsables des églises de réveil, à la Comico et autres, à tous et à chacun. Elle a sollicité non seulement leur implication pour la réussite de ces paris, mais leur a demandé également de tout faire pour unifier le fils et filles de la Chopo. Mettre fin à la fraude et détournement des deniers publics, c'est la mission dévolue aux nouveaux inspecteurs des finances et chefs de brigade. Cédric Anina nous en parle. Ils sont chefs de brigade et inspecteurs des finances. Ils forment une armée dans la lutte contre la fraude, la corruption, la concussion et les détournements des deniers publics. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté, a procédé à l'installation de cette nouvelle ressource humaine qualifiée
qui avoisine aujourd'hui son rêve d'une inspection générale des finances rajeunie avec un personnel moralement irréprochable, intègre, doté des valeurs. Je peux vous garantir que ceux d'entre vous qui vont résister auront la reconnaissance non seulement de ces services, mais de toute la communauté nationale. Et vos sacrifices ne seront jamais vains. L'intégrité vous rendra noble et prospère. La corruption va vous asservir, va vous déshonorer, vous livrer à l'opprobre de la société avec peut-être de l'argent sale. Symbole de commandement reçu, ces chefs de brigade et inspecteurs des finances sont commis dans plusieurs domaines de contrôle, notamment la brigade des recettes non fiscales et fiscales, marchés publics, dépenses publiques et récemment celle d'audit. L'inspecteur général des finances entend donner un signal fort aux fraudeurs à travers les innovations, notamment la brigade d'audit supérieure, mais aussi la prise en compte des questions du genre. Une femme inspectrice, aujourd'hui, on en compte 10. L'école de santé publique vient de publier ce jeudi le résultat d'une étude sur la capacité des structures de la santé et de la reproduction de Covid-19. Évaluer la capacité des structures de santé de Kinshasa à offrir les services intégrés de santé de la reproduction, notamment de planification familiale dans le contexte de Covid-19. Tel était l'objectif principal de cette étude menée par l'école de santé publique et dont les résultats ont été rendus publics ce jeudi 26 novembre au cours d'un atelier organisé à Kinshasa par le Programme national de la santé de la reproduction avec l'appui de Option dans le cadre du projet WISH. C'est un moment important parce qu'on sera appelé à vivre avec la Covid-19, à la lutte contre les choses. Donc il est tout à fait important, nécessaire qu'à ce moment-ci, que nous puissions capitaliser les résultats de cette étude. L'on dénote au terme de cette étude que les différentes formations sanitaires de Kinshasa ne sont pas en mesure d'offrir des services appropriés et de faire face à la situation de Covid-19. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'au niveau national, ils avaient déjà édicté des directives. Mais les directives, là, 2 ou 3 mois après, ne sont pas arrivées à la base. Ça veut dire que les prestataires des services, les bureaux centraux des zones de santé n'avaient pas encore reçu les normes, comment organiser les services et comment les donner. Et malgré cela, au niveau des structures, nous avons noté qu'ils n'avaient pas les capacités requises. Par exemple, tout ce qui a été demandé comme mesure pour pouvoir assurer les soins, comme assurer les triages, assurer les contrôles des visiteurs et des malades, mettre la distanciation sociale, mettre le point de lavage d'eau, n'était pas disponible pour plus de la moitié des structures. Quelques recommandations ont été formulées, notamment la vulgarisation du protocole de l'offre des soins dans le contexte d'urgence afin d'assurer la continuité des services alors qu'on assiste déjà à une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Parlons infrastructure dans ce journal avec la reprise des travaux de construction des stades à Matadi. Une mise au point entre les institutions provinciales du Congo central, représentées par le chef de l'exécutif et le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que le responsable de la société Sodimas pour les travaux de finissage de l'aire du stade Lumumba. Cette entreprise d'un digne fils du terroir, Robert Nyondo, va préfinancer ces travaux avec un montant de 9 millions de dollars américains, un emprunt que l'Assemblée provinciale du Congo central avait autorisé à la province. Dès là, une visite sur le lieu a été effectuée afin de faire un état des lieux de cet ouvrage. Ces techniciens que vous voyez là, qui viennent de l'Afrique du Sud, nous ont montré leur CV. Quand vous avez le stade de Kigali, vous avez au moins 9 stades qui ont servi pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ce sont eux. De son côté, les efforts sont en train d'être fournis afin que Matadi et partout ailleurs, les promesses faites à la population soient réalisées dans les domaines du sport au Congo central, a souligné le gouverneur Atouma Toubouana. Aujourd'hui, nous tenons à informer l'opinion publique, principalement la ville de Matadi et le Congo central en général, qu'avec l'aval de l'Assemblée provinciale, nous avons pris des engagements pour pouvoir terminer les travaux du stade Lumumba. Un fils né Congo, M. Robert Nyondo, qui a ses moyens et qui a décidé de nous accompagner en préfinançant les travaux du stade. C'est lui qui va sortir tout l'argent.
pour parachever les travaux du stade Lumumba. La province va prendre des engagements pour commencer à rembourser petit à petit. À la question de savoir si l'entreprise Sodima serait-elle en règle pour qu'elle reçoive ce marché, Robert Nyondo précise. Avant de signer le protocole d'accord au mois de janvier, on avait tout donné, tous les documents. Donc je crois qu'on a reçu un avis de non-bénéficiation au mois de mars. Et au jour d'aujourd'hui, tout est fait, tout a été vérifié par le ministre des TPE. Je crois qu'il y a 2 ou 3 documents qui manquent encore. Il nous a rappelé pour le donner. Donc on va essayer de donner, mais en tout cas, tout est fait. On ne peut pas venir dans une province et dire qu'on va préfinancer alors qu'on n'a pas l'argent. Non, c'est impossible. La preuve en est que rien que pour les études, avant les protocoles d'accord, je crois qu'on avait signé un chèque. Donc le ministre des TPE peut vous dire. Et non seulement ça, vous voyez, je suis avec les partenaires sud-africains. Ils sont venus. Donc nous, on a déjà commencé à travailler. Signalons qu'une fois terminés tous les préalables et autres formalités administratives, les travaux de parachèvement du stade Emery Lumumba débuteront dans un bref délai. Et l'Office de voirie et drainage vient de bénéficier d'un lot important des engins de génie civil, dont de la coopération RDC-Japon. Ces premiers lots de 9 conteneurs contenant essentiellement des engins tels que les compacteurs, finisseurs, pelles excavatrices, répandeurs et autres matériels de génie civil, pimpants neufs, venus en pièces détachées, fruits de la coopération agissante RDC-Japon, impulsée par le chef de l'État, a été réceptionné par le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumbachikela, jeudi 26 novembre 2020 dans l'enceinte de ce nouveau parking aménagé. C'était en présence de l'ingénieur Franck Kalumba, directeur provincial de l'OVD Kinshasa, premier bénéficiaire de ces matériels. Ingénieur Victor Tumbachikela explique. Nous avions un programme avec la JICA et dans le cadre de ce programme, nous avons bénéficié d'un don de plus ou moins 77 engins matériels de génie civil. Et aujourd'hui, vous assistez à l'arrivée de premiers conteneurs concernant ces matériels. Donc c'est pour nous une grande joie déjà de commencer d'avoir ces matériels dans nos installations. Et comme vous savez, il y avait des préalables qui devaient être faits, notamment l'aménagement de ces parkings, et c'est ce qui est fait, et puis la construction d'un magasin pour les pièces de rechange. Nous l'avons fait de l'autre côté, un autre aménagement des parkings qui va être fait. Le processus est en cours, sans oublier aussi toujours dans le cadre de l'arrivée de ces matériels, nous avons l'obligation d'arranger la route d'entrée. Je crois d'ici 3-4 jours, les travaux vont débuter. A noter que le programme de l'OVD avec la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, prévoit aussi la formation des conducteurs et de mécaniciens. La problématique de la tension salariale dans toutes les entreprises du portefeuille et établissements publics, tel est l'objectif de la journée de la réflexion sur les SMIG organisée par l'ANEP. Yolande Voka. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en République démocratique du Congo passe désormais à 7 075 francs congolais par jour contre 1 680 francs congolais, ce qui constitue aujourd'hui le barème pour les manœuvres ordinaires dans tous les secteurs confondus. Ce qui est un plus dans la recherche de l'amélioration des conditions sociales du fonctionnaire congolais. La matière a alimenté les échanges lors de la réunion de réflexion regroupant les entreprises du portefeuille et établissements publics pour la 36e session ordinaire du Conseil national du travail. Vous voyez le SMIG, il y a des catégories. On a fait une certaine tension. Et cette tension qui est qualifiée pour les uns, les travailleurs et les employeurs que nous sommes, nous ne nous accordons pas. Parce qu'il y a des paliers qu'il faut appliquer. Il y a le premier palier qui est appliqué, le deuxième et le troisième posent problème. Donc la nécessité maintenant qu'il y a que comment appliquer le troisième palier. C'est ainsi qu'on nous avait demandé, chaque patronat, nous sommes pour le secteur public, avec les entités publiques, il fallait examiner cette problématique de l'application de la tension salariale. La tension salariale a créé 17 SMIC. Contrairement à ce qu'on voit, ils ont pris la matière pour aller réfléchir, pour voir quelles propositions nous pouvons donner au monde, au banc intersyndical. Une commission est mise sur pied pour le suivi de l'application sans faille du SMIC dans chaque entreprise opérant sur le territoire national.
Revenons sur les activités menées par le chef de l'État. Au total, 9 nouveaux ambassadeurs viennent de déposer leur lettre de créance auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour leur accréditation à Kinshasa. Jean-Pierre Kibambeso Moïsa. Un grand ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 26 novembre 2020. Des ambassadeurs, 9 au total, ont été reçus tour à tour par le président de la République pour des cérémonies de présentation officielle de leurs lettres de créance. Selon leur ordre d'arrivée, l'ambassadeur Joanne Tomana a franchi le seuil du palais. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en RDC. Âgé de 53 ans, il a assumé diverses charges, notamment celle de directeur adjoint de l'Université du Zimbabwe, de président de la Commission juridique anticorruption et de procureur général de la République. Succédant au diplomate zimbabwéen, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde en RDC a eu aussi les honneurs de la garde républicaine avant de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il a exercé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment au consulat de l'Inde à Tripoli en Libye, à Birmingham en Angleterre, à Athènes en Grèce et à Jalalabad, ville de l'Est de l'Afghanistan. Il parle français, l'anglais, le russe et les langues indiennes. Oren Rosenblatt est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC, résidant à Luanda, en Angola. Dans sa carrière diplomatique, il a été notamment consul général de l'État d'Israël à Shanghai, en Chine, à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique et au Kenya. Et notre ambassadeur accrédité en RDC avec résidence à Luanda, en Angola, c'est Piotr Mysliwiec. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reçu en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne. Il a obtenu le doctorat d'État en technologie électronique. Son premier poste diplomatique a été à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il exerçait les fonctions de chargé d'affaires intérimaire. Il a été ensuite ambassadeur en Angola et en République démocratique de Sao Tomé et Principe. Madame Pirjo Kaïssa Suomela Choduri est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande en RDC. Elle réside à Lusaka en Zambie. La diplomate finlandaise a été accréditée comme ambassadeur au Nigeria, au Ghana, au Bénin et au Libéria. Elle assumera ensuite les mêmes charges d'ambassadeur de Finlande en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Comessa. Résident à Nairobi, au Kenya, Dr Christian Fellner est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche. Avant son accréditation à RDC, il a occupé les postes de premier secrétaire d'ambassade à Addis Abeba en Éthiopie et d'ambassadeur d'Autriche au Nigeria et au Kenya. Les Émirats arabes unis ont accrédité l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Asa Mohamed Fala Kaharsan en République démocratique du Congo avec résidence à Kigali au Rwanda. Né le 20 décembre 1972, il a travaillé notamment au ministère des Affaires étrangères, au département de relations américaines. En 2018, il a été nommé ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda. Madame Alain Sehai Meseret Gelo est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en RDC avec résidence à Kampala, en Ouganda. Elle a fait ses études académiques à l'université d'Addis Abeba avant de décrocher le master en administration des affaires à l'Université internationale de Germanie. Elle est mariée et mère de 2 enfants. C'est par la dernière entrevue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le docteur Salomon Momot Christopher Djembe que s'est clôturée la série des cérémonies de présentation de lettres de créance. Salomon Momot est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone à RDC. Il est résident à Abuja au Nigeria. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger représentant la ministre d'État Marie Toumba Zeza en mission et les directeurs de cabinet haïs du chef de l'État Désiré Cachemire, Kolongele et Bérante ont assisté aux différentes cérémonies au Palais de la Nation.
Les femmes leaders de l'espace Grand Équateur soutiennent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'Union sacrée pour la nation. Nous, femmes leaders de l'espace Grand Équateur, soucieuses de voir le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réussir son quinquennat pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise en général et celui de l'espace Grand Équateur en particulier. Consciente des difficultés qu'éprouve le Président de la République, chef de l'État, pour la satisfaction des besoins des Congolais et Congolaises suite à la mauvaise conduite et blocage de certains acteurs politiques en coalition, convaincu que l'union sacrée de la nation reste la seule possibilité pouvant permettre au chef de l'État de réussir son mandat et répondre favorablement aux problèmes socio-économiques de la population congolaise en général et de l'espace Grand Équateur en particulier. Ainsi déclarons, les femmes de l'espace Grand Équateur invitent leurs sœurs, à la personne de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, à faire montre d'une attitude conciliante pour le bien-être de la nation, ainsi que celui des femmes congolaises, car ces moindres actions peuvent assombrir ou bonifier le parcours d'autres femmes. Demandons à toutes les forces vives de la nation et le peuple congolais d'adhérer à la vision du chef de l'État, président de la République, sur l'état de droit et le peuple d'abord, ainsi que de ces résolutions de consultation politique. Les femmes de l'espace Grand Équateur réitèrent leur soutien indéfectible et inconditionnel au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme invité du journal, le secrétaire général de la Croix-Rouge, le docteur Jacques Katiti, avec qui nous allons parler de la gestion des risques de catastrophes en RDC. Bonsoir, monsieur le CG. Bonsoir, madame. Pourquoi avoir organisé cette conférence? Quel est l'objectif? Bon, c'est pour, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de gestion des risques et des catastrophes, que le système des Nations Unies célèbre chaque année le 13 octobre. Mais nous avons évidemment préféré, pour des raisons d'organisation, organiser effectivement cette conférence le 27, donc demain, vendredi le 27 novembre. Et cette conférence aura lieu à l'hôtel Sultani. Le grand objectif pour nous, c'est, disons, d'appeler les différents responsables, que ce soit du niveau national ou au niveau provincial surtout, pour s'impliquer dans la gestion des risques de catastrophes. Parce que comme vous le savez, une bonne préparation, au fait, pour la gestion des risques, ça peut nous donner quand même l'occasion d'avoir le nécessaire pour intervenir quand la catastrophe arrive. Et ceci, évidemment, ça nécessite beaucoup l'implication de la communauté, l'implication de l'autorité. Et c'est pour ça que le thème même de cette conférence, c'est la gouvernance de gestion des risques de catastrophe. Donc nous voulons vraiment en appeler aux autorités pour une bonne implication dans le processus, évidemment, de préparation des risques de catastrophes. Et vous organisez cela à l'intention des... Bon, comme je l'ai dit déjà, c'est à l'intention des autorités, tant du niveau national que provincial. Aussi, tous les acteurs humanitaires, évidemment, qui soutiennent la gestion des risques et des catastrophes, et aussi, disons, tous les partenaires du mouvement de la Croix-Rouge. Tous ces intervenants, évidemment, seront avec nous demain pour essayer de débattre un peu sur vraiment qu'est-ce que nous pouvons attendre de la gouvernance sur la gestion, sur la gestion des risques et des catastrophes. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, monsieur le CGE de la Croix-Rouge. Je cite le docteur Jacques Katiti.
Il a totalisé 105 ans d'âge. Lui, c'est le prophète Kabedi Kanou, l'un des rescapés de la relégation des Kimbanguistes à l'île de Belingo. Une fierté pour la communauté Né-Congo. C'est un bon parterre constitué de notables Né-Congo et des invités d'horizons divers qui a rendu un hommage mérité à l'un des dignes fils Né-Congo, le prophète Kabedi Nkanou François, à l'occasion de ses 105 ans d'âge. C'était le samedi 20 novembre 2020 à Béatrice Hôtel à Kinshasa-Gombe, où l'assistance a été conviée à la projection du documentaire sur la vie de papa Kabedi Nkanou François, à qui le prophète Simon Kimbangu a légué en rêve le don de guérison et de devin depuis sa tendre jeunesse. Fidèle au prophète Simon Kimbangu, papa Kabedi Nkanou François est rescapé de la relégation à l'île de Belingo et de la prison d'Endolo. Dans leurs interventions respectives, maître Joseph Patilendo, coordonnateur du comité d'organisation d'Amour du Congo central, et madame Kadima Tshisekedi Bernadette, initiatrice de la dite structure et marraine de la cérémonie, ont tous exhorté les Né-Congo à l'union et la solidarité pour l'émergence de leur province. Votre présence parmi nous traduit les soucis de chacun de contribuer tant soit peu à cet éveil du peuple Né-Congo. Cet éveil, nous le voulons tous, porteur de nouveaux espoirs, de développement de notre terroir, constitue la finalité de notre démarche de développer nos villages, nos groupements, nos secteurs, nos territoires, bref, notre province. Très ému de l'honneur lui rendu, le prophète Kabedi Nkanou François s'est exprimé. Je salue le chef de l'État et lui souhaite un fructueux mandat. Restons unis, soudés, pour assurer le développement de la République démocratique du Congo en général et du Congo central en particulier. C'est pour la première fois que je bénéficie de cet honneur. La représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public que l'Organisation internationale de la francophonie a lancé 2 appels à candidature. Il s'agit des candidatures au poste de spécialiste de programme pôle analyse et gouvernance ainsi que d'attaché de programme pôle commerce et investissement de la direction de la francophonie économique et numérique. Ces 2 appels à candidature sont ouverts jusqu'au 29 novembre 2020. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations les sites web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique recrutement. Se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Je cite Simon Kankolongo, Jonathan Moubalama, sans oublier Diane Balaka. Excellente soirée sur la RTNC et au revoir.